Bonjour à tous, je suis David Ricourt, donc le dirigeant de la société Fiscalia. Alors, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce second webinaire. On en a eu un premier donc, le mois dernier concernant la valeur locative. Et en fait, au total, on a prévu donc quatre webinaires entre septembre et la mi-décembre. Deux sont consacrés à la taxe foncière et deux autres le seront sur la cotisation foncière des entreprises. Alors, vous êtes nombreux à participer à ces webinaires, c'est vraiment marquant. Ça marque vraiment l'intérêt qu'ont les redevables et les professionnels qui gravitent autour de toutes les problématiques qui sont liées à la taxe foncière. Et donc aujourd'hui, plus particulièrement, à tout ce qui concerne les déclarations qui y sont associées. Alors, avant de débuter cette présentation, je vous rappelle que Fiscalia donc, est présent sur l'ensemble du territoire national. Vous avez la possibilité de rechercher directement votre interlocuteur depuis le site Fiscalia en cliquant sur la page Notre réseau. Oui. Pour commencer, donc, une petite présentation rapide de ce webinaire, comment ça va s'organiser. Donc, ça va durer à peu près 60 minutes. Il y aura une première partie donc, qui est plus technique, donc la présentation des différentes déclarations. Et ensuite, on a prévu à peu près 20 minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, vous avez tout le loisir de le faire pendant le déroulé de la première partie. Alors, je vous remercie par contre d'utiliser la partie questions et non pas la partie chat pour poser vos questions. Parce que celle-ci, en fait, elle est plus utilisée pour toutes les problématiques que pourraient rencontrer les inscrits. Si je n'ai pas eu la possibilité de répondre à vos questions, vous avez encore la possibilité de les transmettre par mail en utilisant la messagerie contact au singulier @fiscalia.fr. Pour terminer cette présentation, je vous rappelle que vous avez plein d'éléments qui sont mis à votre disposition sur le site Fiscalia. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour vendre les prestations Fiscalia, ce que l'on fait avec un système d'abonnement. Vous aurez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous si vous avez besoin d'informations un peu particulières en utilisant la partie réserver une consultation. Vous pouvez aussi directement faire en ligne une demande pour faire vérifier votre taxe. Et enfin, depuis quelque temps, nous avons mis un petit bouton en ligne qui vous permet de télécharger un petit kit qui vous indique quels sont tous les documents et toutes les informations qui vont être nécessaires pour réaliser l'audit d'une taxe foncière ou d'une cotisation foncière des entreprises. Voilà, je pense que j'ai pris suffisamment de temps. Les retardataires viendront se greffer un petit peu plus tard. Donc, nous y allons. Très rapidement, Fiscalia créé en 2018. On a réalisé plus de 2000 études. Ça représente plus de 5 millions d'euros de dégrèvement client et on est présent sur à peu près 25 départements. Toutes ces informations sont disponibles sur le site www.fiscalia.fr. Rentrons maintenant dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, pour ce mois d'octobre, c'est ces fameuses déclarations qui posent énormément de problèmes à l'ensemble des contribuables. Donc, on va tenter de décortiquer un petit peu les choses. Bien évidemment, on n'a pas toute la journée pour être extrêmement précis, mais je pense que les informations que je vais vous communiquer donc aujourd'hui devraient vous permettre de vous faciliter la tâche dans de nombreux cas. Alors, pour commencer, il faut savoir que ces déclarations sont généralement responsables à hauteur de 80% des erreurs d'imposition que nous constatons donc en taxe foncière et en cotisation foncière des entreprises. C'est donc énorme, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder dans le détail. Et ce constat, en fait, il est fait pour tout type de déclaration, que ce soit de l'habitation, des locaux commerciaux ou de l'industriel.
C'est vraiment le problème majeur que l'on va rencontrer quand on fait une reconstruction. Ça amène en fait à constater qu'il n'y a quasiment jamais de mise à jour qui soit réalisée. Malgré que le bien avance, vit, il se passe des choses à l'intérieur de cette construction, mais le redevable ne pense jamais en fait à déclarer ces mises à jour. Donc c'est la suite des erreurs que l'on rencontre. Le troisième problème qui lui aussi est récurrent et qui est anormal, c'est que nous ne trouvons jamais de traces, ou très rarement, des déclarations qui auraient été faites. Donc n'oubliez jamais qu'à partir du moment où vous faites votre déclaration, d'en garder une copie et une preuve de l'envoi. C'est vraiment très important parce que ça pourra être réutilisé lors d'une demande d'une correction vis-à-vis de l'administration fiscale. Il va falloir justifier de la situation. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très, très important, avoir toujours une trace. Il ne faut pas oublier que ces déclarations, c'est le point de départ de l'imposition. Donc, si elle est mal déclarée, elle va imposer une imposition, elle va définir une imposition qui ne sera pas correcte, ce qui pose problème. Et enfin, je rajouterai un dernier point qui est un peu plus curieux, celui-ci, qui n'est pas du fait du redevable, c'est que quelquefois, malgré la rédaction d'une déclaration correcte, l'administration fiscale pourrait éventuellement apprécier différemment les éléments que vous aurez mis à l'intérieur. Donc, même si vous avez fait une déclaration parfaite, il conviendra de vérifier après que l'imposition qui a été définie corresponde bien à la déclaration que vous aurez envoyée. C'est vraiment des points extrêmement importants. Donc, le principe, c'est que toute modification apportée à un bien immobilier va nécessiter la rédaction d'une nouvelle déclaration. Alors, bien évidemment, il y a des cas où ça n'a aucune utilité. Vous avez un bien, vous avez un bureau, vous le vendez, l'acheteur va l'utiliser en bureau, il n'y aura pas de modifications qui seront nécessaires. D'accord? Vous avez bien compris, en fait, que pour la compréhension de l'imposition, si on ne l'a pas fait une première fois, si on n'a pas vérifié une première fois que l'imposition est bien correcte par rapport à la déclaration qui a été faite, on ne sait pas comment on est imposé. Alors, pourquoi nous réalisons des déclarations? Donc, la déclaration, en fait, elle est utile à l'administration fiscale pour établir la base d'imposition du bien. D'accord? Elle est en fait le reflet de l'existence ou de la modification d'un bien immobilier. C'est donc cette déclaration qui sert de base à l'imposition qui va être définie. Donc, les déclarations représentent l'évolution de la vie du bien immobilier. Alors, une déclaration doit être effectuée dès lors qu'il y a une construction ou une modification de la construction, donc une démolition ou un agrandissement, mais même également s'il y a un changement à l'intérieur de ce bien, c'est-à-dire que l'on en fait autre chose, c'est un changement d'activité ou un changement de l'utilisation. Prenons un petit peu l'origine de ces impositions. Donc, sur le papier, ce que j'aime bien appeler la genèse, c'est on achète un terrain. À partir du moment où on a acheté un terrain, il va y avoir un document qui va être créé qui s'appelle le relevé de propriété. Et ce relevé de propriété va détailler l'ensemble des propriétés bâties et non bâties d'un redevable sur la même commune. Ensuite, à l'achat de ce terrain, nous allons réaliser une construction. Une fois que l'on a fait cette construction, on doit faire notre déclaration pour le cadastre. Cette déclaration donc, va être récupérée par les inspecteurs du cadastre qui vont établir une fiche d'évaluation. Et la fiche d'évaluation, elle a pour identification un numéro d'invariant. Donc, si je simplifie, une déclaration égale une existence, donc un numéro d'invariant. C'est vraiment le point de départ. Et donc, à partir du moment où on a ces éléments-là, donc le relevé de propriété et le numéro d'invariant avec la fiche d'évaluation, on sait sur quoi on est imposé.
Alors, comment tout ça se met en place? Dans un premier temps, il va falloir choisir, enfin, plutôt pour être plus précis, il va falloir comprendre en fait quel type de déclaration nous allons devoir faire. Hein. C'est donc bien préparer cette déclaration qu'il va y avoir à mettre en place. Donc, la première question est de savoir s'il s'agit de la modification d'un bien existant ou est-ce qu'il s'agit simplement de la déclaration d'une construction neuve. Ça va être notre point de départ. Si c'est une construction neuve, la déclaration va se remplir relativement facilement et le point de repère sera donc le numéro du permis de construire qui aura été transmis par l'urbanisme avec l'acceptation de la collectivité. Dans ce cas-là, donc c'est relativement simple. Il n'y a pas d'anomalie qui devrait être constatée. Le deuxième cas de figure, c'est si on fait une déclaration pour un site existant. D'accord? Si on ne sait pas à quoi va être liée la déclaration que l'on va envoyer, on risque de cumuler deux impositions. Parce que l'administration fiscale, elle aura l'existence d'un bien, et vous allez faire la déclaration d'un deuxième bien, et au lieu de les cumuler ou de remplacer l'un par l'autre, elle va l'additionner. Donc, dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est de récupérer donc, la fiche d'évaluation et son numéro d'invariant pour bien connaître l'identification du bien auquel on va apporter une modification. Et donc, on va apporter une nouvelle déclaration. Donc, dans le cas d'une modification d'un bien, on va saisir également et surtout le numéro d'invariant du bien qui va être modifié. Et en fait, il existe un troisième point de réflexion, c'est en cas d'une démolition. Donc, si je fais une démolition simple, je vais faire appel à une déclaration un peu spécifique que l'on va voir un petit peu plus loin dans cette présentation et qui est vraiment faite pour la suppression d'un bien. Le cas de figure que l'on rencontre régulièrement, des gens achètent un terrain avec une vieille bâtisse, démolissent la vieille bâtisse et font construire leur nouveau bien. S'il n'y a pas eu d'information transmise à l'administration fiscale comme quoi le bien a été démoli, eh bien, il est fort à parier que l'imposition continuera sur l'ancien bien plus le nouveau. Donc, il faudra bien penser à faire ce type de présentation. Donc, encore une fois, construction neuve liée à un permis de construire, addition de construction ou modification liée à un numéro d'invariant. Une fois que j'ai défini cette première base, je vais maintenant faire le choix de la déclaration qu'il va falloir que j'utilise. Dans ce cas-là, en fait, il y a deux nouvelles réflexions qu'il faut avoir. La question principale, ça va être à quoi sert le bien que je vais déclarer. Donc, il va falloir que je fasse le choix du modèle de déclaration qui est bien défini pour le bien que je viens de faire construire ou que je viens de modifier. Donc, on va se retrouver soit avec une maison d'habitation, soit avec un appartement dans un immeuble collectif, soit avec un local commercial, ou encore avec un site industriel. D'accord? Donc, c'est ici que l'on va faire donc notre premier choix de déclaration. On va aller voir un petit peu plus loin, ces différentes déclarations. Et là, le choix se fait. Donc, qu'est-ce que je dois déclarer? C'est vraiment l'information qui est importante parce que c'est elle qui va définir ensuite comment je dois calculer la surface à déclarer. Et donc, la surface est extrêmement importante puisque la surface est la base des déclarations qui nous concernent. Donc, maintenant que je sais quel est le type de déclaration que je vais faire, je dois comprendre en fait quelle déclaration je dois intégrer. Pour ça, donc, je fais bien le point du type de bien. Il faut bien comprendre en fait que quand on fait une déclaration de surface, on prend en compte la totalité des surfaces du bien, qu'elles soient intérieures et extérieures. D'accord? Alors, il y a quelques petites particularités, mais
la question qui me revient régulièrement, c'est je vous fais la présentation de mes surfaces, je vous donne les lois Carrez. Les déclarations de surface, les surfaces à déclarer auprès de l'administration fiscale pour la taxe foncière n'ont rien à voir avec la loi Carrez. On prend ici la totalité des surfaces utiles, même si vous avez un plancher bas, même si quelquefois c'est difficilement accessible, pardon, on va prendre vraiment la totalité de cette surface. Hein. Donc ça, cette répartition de surface, elle va vraiment être importante. Je ne peux pas vous faire un exemple précis de la prise en compte de chacune des surfaces par type de bien, mais prenez en compte que c'est vraiment la totalité de la surface qui est prise en compte. Il ne faut pas en oublier et en même temps, il ne faut pas en mettre de trop. Votre maison, vous n'allez pas déclarer la surface de votre terrain, de votre pelouse. Par contre, vous allez déclarer la terrasse, vous allez déclarer la piscine, vous allez déclarer la place de parking. Voilà. Donc, ces points-là, en fait, ils sont importants à prendre en compte. On a fait le choix de la déclaration. On a maintenant la totalité des surfaces qui sont à imposer. Maintenant, on va revenir, enfin, c'est pas qu'on va revenir, on va prendre un petit point particulier, c'est la problématique des catégories. Quand on est sur de l'habitation, ce n'est pas le redevable qui fait le choix de ces catégories. C'est la déclaration qu'il rédige, qui sera utilisée par l'inspecteur pour définir quelle est la catégorie du bien. Par contre, pour les locaux commerciaux, il existe 39 catégories spécifiques que le redevable doit sélectionner pour faire sa déclaration. Donc, on le verra tout à l'heure dans la déclaration des locaux commerciaux. Ce point-là est très important également parce que c'est lui qui va définir le prix au mètre carré qui sera utilisé. Donc, ce point-là, en fait, il est vraiment capital. Alors, une fois qu'on a toutes ces informations-là, on a bien compris quel était le bien, on sait si c'est une addition de construction ou si c'est une construction neuve. Maintenant, on connaît l'activité ou l'utilisation du bien, et bien on va pouvoir choisir la déclaration qui est le plus appropriée à notre bien. Alors, il faut savoir que toutes ces déclarations sont téléchargeables en ligne et elles sont donc auto-remplissables. Ça permet d'aller plus vite, c'est quand même vachement pratique et donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Je vais commencer cette présentation par la déclaration 6660 pour les locaux commerciaux. Donc, c'est une déclaration qui a été créée à partir de 2013 et donc qui a été utilisée pour ce que l'on a appelé la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Elle est rose, elle a 4 pages et toutes ces pages sont vraiment importantes. J'amène un élément complémentaire sur cette déclaration. Lorsque vous la recherchez sur le site des impôts, sur Internet, tout simplement, je vous conseille vivement de récupérer également la notice explicative qui apporte des éléments de compréhension complémentaires qui sont vraiment utiles. Elle est relativement bien faite, donc c'est vraiment un point de base intéressant pour parfaire la rédaction de la déclaration. Dans ce premier slide, nous avons la première et la 4e page de la déclaration. Donc, la première page sert essentiellement donc, à la situation du local. Et vous voyez en fait que l'on va faire un choix sur le point 1.3. Est-ce qu'il s'agit d'une construction neuve ou est-ce qu'il s'agit de la modification d'une construction existante? Si c'est une construction neuve, on va indiquer le permis de construire. Et si c'est une modification d'un bien existant, à ce moment-là, on n'oublie pas de le lier au fameux numéro d'invariant que vous aurez récupéré sur le relevé de propriété. Ensuite, on descend un peu, on a l'occupation du local. L'administration cherche à savoir s'il est loué, s'il est vacant, à quoi il sert. Donc là, vous allez définir, faire le choix des petites cases et vous allez préciser quel est le locataire qui se trouve dans votre bien et quelle est son activité. Donc, théoriquement, vous devez mettre aussi quel est le montant du loyer associé à cette location. Un point important,
il faut faire une déclaration pour un bien, une activité et un seul occupant. Dans le cas d'un immeuble commercial où nous aurions plusieurs cellules, même si chacune de ces cellules ont finalement la même activité, j'imagine j'ai un bien avec 8 cellules et toutes mes cellules, ce ne sont que des bureaux, je ne vais pas faire une déclaration unique pour l'ensemble du bien, je ferai autant de déclarations qu'il y a de cellules. Ça permet en fait de pouvoir faire, alors déjà, d'avoir une information précise auprès de l'administration fiscale, mais aussi, et peut-être surtout, de pouvoir faire une refacturation précise au locataire du montant de sa taxe foncière. Il faut complètement oublier ces idées de refacturation au tantième. C'est complètement obsolète comme réflexion, parce que en fait, vous allez avoir un locataire, enfin, tout le monde va payer au même prix. Or, il y en a un qui devrait payer beaucoup plus cher et un autre qui devrait payer beaucoup moins cher. Donc, faire une reconstruction des impositions au réel, cellule par cellule, c'est la meilleure solution qui puisse exister et ça évite tout conflit. Dans la 4e page donc, de cette déclaration, nous allons avoir la répartition des surfaces. Alors ici, pour les locaux commerciaux, l'administration fiscale considère l'activité principale. À quoi sert le bien? Et donc, ce bien-là, quelles sont les surfaces que je vais mettre, que je vais comptabiliser sur cette première partie? Donc, on va mettre dans la partie P1 la totalité des surfaces qui sont indispensables à l'activité. Dans le cas d'un bureau, ce sont les bureaux, c'est la salle de formation, c'est les salles de réunion, c'est le couloir, ce sont les sanitaires. Voilà, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. On pourra éventuellement dissocier des locaux techniques ou des choses comme ça qui sont moins mis en valeur dans l'utilisation de ce lien. Donc, vous le voyez, en fait, plus ça va, en fait, plus on doit déclarer en principal de surface par rapport à ce que l'on déclarait avant. Donc, P1, la surface principale intérieure du bien. Alors, je retire le mot intérieur, désolé, parce qu'on a de la jurisprudence qui est arrivée. En fait, c'est toutes les surfaces qui sont vraiment principales. Dans le cas d'un magasin qui ferait de l'exposition en extérieur, l'exposition extérieure accessible au public devient une surface principale. Ensuite, donc, vous allez avoir la surface P2, donc là, c'est une surface qui est secondaire et qui est moins indispensable à l'activité. La notice vous donne quelques informations complémentaires. En P3, ce seront les surfaces extérieures qui sont utilisées, donc généralement pour du stockage, des choses comme ça. Et en PK1 et PK2, ce sont les surfaces de parking qui sont couvertes ou non couvertes. Je vous conseille vivement de bien mettre vos coordonnées à la signature, parce qu'il arriverait quand même régulièrement que l'administration fiscale revienne vers vous pour un complément d'information sur quelque chose qui ne serait pas forcément évidente pour elle. Donc, mettez bien votre mail et mettez bien le numéro de téléphone. C'est très pratique, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Les 2 pages intérieures de cette déclaration présentent donc 39 catégories différentes. La 39e est un petit peu à part. Vous les avez là, donc toutes listées. Donc, elles nécessitent une petite compréhension. Forcément, vous aurez plein de questions. C'est quoi un bureau ancien? C'est quoi un bureau récent? Voilà, les magasins, on a des définitions plutôt claires des magasins. Pour les établissements un peu spéciaux, c'est un peu particulier. En ce qui concerne les ensembles scolaires également. Voilà, en tout cas, ça permet d'avoir une première répartition utile donc de l'utilisation du bien. En théorie, en fait, on arrive à répondre à 80%, 85% des locaux que l'on a. C'est relativement simple. Donc, en fait, chacune de ces catégories définit un tarif spécifique. D'accord? Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Le prix du magasin numéro 1 ne sera pas le même prix que celui du magasin numéro 3, et ainsi de suite. Il y a bien des catégories différentes
Donc, elles doivent être prises en compte pour vraiment l'utilisation réelle qui est faite du bien. Encore une fois, ce n'est pas le code NAF de la société qui exploite, c'est bien l'utilisation précise de ce bien. Je suppose que vous aurez des questions par la suite sur cette déclaration. Nous venons maintenant sur les deux déclarations qui concernent les locaux d'habitation. Donc, ce qu'on appelle la 6650 et la 6652. Alors, ces deux déclarations vont évoluer avec le temps, puisqu'on attend la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation qui devrait être mise en place à partir de 2028-2029. Mais vous l'aurez compris comme moi, vu notre situation politique, je ne sais pas trop comment tout ça va évoluer. Alors, nous allons commencer par la déclaration donc 6650, dite H1. Elle concerne les maisons individuelles. On tombe toujours à peu près sur le même principe, la situation, est-ce que c'est quelque chose de neuf ou d'ancien? Voilà, c'est le point de base. Elle est, on va dire, relativement simple à remplir. Il faut juste éviter de se planter sur la répartition des surfaces telle qu'elle doit être énumérée dans la partie 4. Il faut bien le lire, bien faire la différence entre les locaux qui sont liés à la bâtisse principale, donc liés à la maison, avec les locaux qui sont donc des dépendances que l'on va retrouver dans la partie 5. Donc, il faudra bien dissocier les deux. Ça a un impact, parce que ça a un impact en fait sur le calcul de la pondération de cette surface. Vous voyez ici, par exemple, sur la partie 4, où on a les locaux du milieu. Là, la vue baisse, je ne vois plus cette petite partie-là, où on a les garages, où on a les remises, où on a des dépendances, des choses comme ça. On a une petite partie bleue à côté. C'est là où l'administration précisera quelle est la pondération qu'elle applique pour ce type de bien. Je vous conseille vivement d'attacher un regard très particulier à la partie 43, qui permet en fait de définir la construction et la solidité du bien qui a été donc construit. Cette partie-là, en fait, aura un impact important sur le coefficient d'entretien de la maison, donc il varie de 0,8 à 1,20. Quand on est sur une construction neuve, il est fort probable qu'il soit à 1,20. Mais également, il pourrait jouer sur la situation particulière du bien. Voilà donc pour cette déclaration H1. Nous avons ensuite la déclaration H2 qui, elle, concerne donc les appartements dans des immeubles collectifs. Qui est relativement la même que la déclaration H1, sauf que l'administration fiscale accorde moins d'importance à la construction en elle-même, comme on a vu sur la partie 43 de la déclaration H1. Pourquoi? Parce que généralement, en fait, un immeuble important avec plusieurs appartements à l'intérieur, le promoteur a l'obligation de faire une déclaration supplémentaire, qui est un modèle R, qui récapitule en fait l'ensemble des biens qui se trouvent à l'intérieur. Et c'est cette déclaration-là qui jouera sur l'appréciation de la construction. Est-ce que c'est une bonne construction ou une mauvaise construction? Donc, vous ne le verrez pas sur la déclaration H2. Bien évidemment, si vous avez par exemple une maison que vous avez achetée et que vous souhaitez la diviser, la mettre en appartement et la mettre en location, et bien de ce modèle H1, vous allez le remplacer par plusieurs modèles H2. D'accord? Donc c'est bien ce qu'il faut prendre en compte sur l'évolution des déclarations qui sont donc nécessaires quand on fait évaluer un bien. Voilà pour les deux locaux d'habitation. Petite présentation sur le site industriel. Alors, le site industriel est un petit peu particulier parce qu'ici, en fait, nous n'allons pas prendre en compte
la surface du bien, mais nous allons prendre en compte ses valeurs d'acquisition. En fait, un site industriel est imposé sur la base d'une méthode dite comptable. Et donc, on prend en compte les valeurs d'acquisition, terrain, construction et agencement qui font corps avec le bâtiment. Alors, comment on fait? On rédige cette déclaration et ligne par ligne, en fait, on précise quelles sont les dépenses qui sont faites et à quel moment, dans quelle année, en fait, elles sont arrivées. Alors, quand on fait ce type de déclaration, il y a un point qui est important, c'est de bien intégrer l'idée que si j'amène en fait une valeur globale, alors si j'achète un bien que je vais mettre en industriel, à ce moment-là, je n'ai pas le choix. En fait, j'ai acheté un bâtiment avec le terrain, le tout pour 1,5 million. Il n'est pas scindé. Je ne connais pas, je ne peux pas faire la répartition des valeurs. Mais si j'arrive à récupérer un historique des valeurs, par exemple, c'est le cas des gens qui sont locataires et qui sont donc industriels, locataires d'un bien industriel et qui vont décider par la suite de le racheter. Idéalement, en fait, c'est de pouvoir récupérer l'évolution depuis la construction d'origine de toutes les valeurs. Pourquoi on fait ça? Parce que les valeurs vont être comptabilisées, donc dépense par dépense, année par année. Et donc, c'est l'évaluation d'une année sur l'autre qui va augmenter cette valeur locative. Donc, plus je suis éclaté, déjà, mieux je connais la valeur à identifier, et ensuite, plus j'ai une information précise du montant à définir sur cette déclaration. Si vous avez des questions particulières sur l'industriel, bien évidemment, je répondrai à la fin de cette présentation. Alors, je vous ai ajouté une déclaration un petit peu particulière que l'on appelle la déclaration IL, un modèle 6704. Alors, c'est une déclaration qui est très ancienne et que l'administration fiscale a tendance à ne plus vouloir utiliser. Franchement, on peut comprendre, vu la complexité de cette déclaration-là. Alors, aujourd'hui, en fait, je vous conseille vivement de l'utiliser quand vous faites une déclaration, une démolition totale. Ça permet, en fait, de transmettre une information précise à l'administration fiscale en lui disant « l'invariant numéro tant a été démoli à tel moment, vous faites cette déclaration et vous joignez le constat d'huissier, ça ne posera pas de problème. Si vous devez faire une modification, que vous démolissez une partie de la bâtisse, là, c'est infiniment plus complexe. Parce que dans la deuxième partie de cette déclaration, il faut identifier précisément quelle est la partie qui a été démolie. Et dans de nombreux cas, c'est extrêmement complexe. Alors, depuis quelques années, l'administration fiscale dit, si ce n'est plus une démolition totale, elle souhaite que l'on fasse une nouvelle déclaration qui remplace l'ancienne, ce qui, à mon avis, est beaucoup plus simple. Encore une fois, faites attention d'avoir bien la totalité des informations claires sur la partie du bâtiment ou sur le bâtiment qui va être à démolir pour être sûr et certain qu'après l'intervention, l'imposition aura bien été supprimée de votre relevé de propriété et donc de votre taxe foncière. Mais cette déclaration, elle est encore utile parce que quelquefois, quand on n'apporte pas de preuves d'une démolition, l'administration dit il n'y a pas eu de déclaration, donc je continue à l'imposer. Donc c'est problématique. Donc à aujourd'hui, utilisez encore cette déclaration pour une démolition totale. Voilà, je crois que j'ai fait le point sur l'ensemble des déclarations qui existent. Comment il fallait les déclarer, quels étaient les points sensibles qu'il fallait bien prendre en compte. Il y a quelques petits points à respecter. Alors, quelle que soit la déclaration, donc vous avez toujours un délai. Alors, la règle, c'est à partir du moment où j'entre dans mon bien, j'utilise le bien, j'ai 90 jours pour en faire la déclaration auprès de l'administration fiscale.
Donc, pour l'administration fiscale, le point de départ, c'est l'utilisation de ce bien. Ce n'est pas ce que l'on pourrait appeler en urbanisme la DAT, donc la date d'achèvement des travaux. Ce n'est pas du tout la même chose. Puisque vous pouvez avoir fait construire quelque chose, mais pour lequel il y a encore beaucoup de réserves. Une fenêtre marche mal, un robinet qui ne fonctionne pas bien. Voilà, il peut y avoir plein d'éléments qui sont toujours en attente, et donc la DAT n'est pas signée. Mais par contre, vous êtes vraiment à l'intérieur du bien et vous utilisez le bien. Donc, l'administration fiscale va considérer que c'est votre entrée dans le bien qui sera le point de départ. La problématique pour l'administration fiscale, c'est de savoir à quel moment réel vous êtes rentré dans le bien. Donc, bon, généralement, ça se fait dans l'année. Et pour rappel, en fait, la taxe foncière est due pour la situation au 1er janvier de l'année. Donc, je rentre dans mon bien en 2025, ça affectera ma taxe foncière de 2026. Donc, si j'ai une répartition de quelques semaines, ce n'est pas très grave. Mais par contre, si je ne suis pas précis, ça peut m'empêcher d'obtenir la réduction sur une partie de la taxe foncière pendant 2 ans. Donc, si vous le pouvez, tentez de bien respecter ce point-là. Vous rentrez dans le bien pour l'utiliser, faites la déclaration tout de suite. Comme ça, vous bénéficiez, donc à partir de l'année suivante, de l'exonération d'une partie. Je rappelle, c'est une partie de la taxe foncière, ce n'est pas la totalité. C'est généralement entre 40 et 50% du montant de la taxe, donc ce n'est pas, c'est pas une petite chose. Et donc, ça permettra de bénéficier de cette exonération donc, temporaire, cette réduction temporaire. Et puis, à la limite, rien ne m'empêche de faire une déclaration complémentaire quelques temps après si j'ai fait une erreur. On a la possibilité de corriger les choses un peu plus tard. N'oubliez pas, en fait, que l'on a jusqu'au 31 décembre de l'année suivante pour modifier l'imposition. Donc, on a du temps pour mettre à jour. Je vous conseille de bien penser à faire une déclaration pour un bien avec une utilisation et un seul occupant. Encore une fois, je ne fais pas une déclaration complète de la maison, je fais bien appartement par appartement et je ne fais pas une déclaration complète du local commercial, je fais cellule par cellule. J'envoie tout ça au centre des impôts concernés, qui généralement sera le cadastre. Soit on l'envoie en fait en courrier recommandé avec accusé de réception, soit on l'envoie directement depuis la messagerie du site impôt.gouv du redevable. Et surtout, je n'oublie pas de faire une copie avec la preuve d'envoi de l'ensemble de ces documents. Ça permettra de garder de côté une preuve que tout ça a bien été fait et envoyé. Alors, les conséquences, si je fais une mauvaise déclaration, bien évidemment, j'aurai une mauvaise base d'imposition qui affectera ma taxe foncière et éventuellement ma cotisation foncière des entreprises. Il faut aussi comprendre que les déclarations qui sont faites au cadastre peuvent servir également pour l'établissement d'autres taxes. Je pense notamment aux taxes sur les bureaux. Quand on ne fait pas la déclaration, l'administration fiscale, ou qu'on fait une déclaration mais qu'elle n'est pas cohérente, l'administration fiscale ira voir au cadastre sur la 6660 ou la fiche d'évaluation quelle est la vraie surface à déclarer. Et donc, bien évidemment, une erreur de déclaration est égale à un défaut d'imposition. Je crois que je vous l'ai suffisamment dit. À mon avis, vous l'avez bien compris. Voilà, donc les conclusions de ce webinaire pour aujourd'hui, c'est donc la nécessité de regarder précisément chacune de ces déclarations, de bien les concevoir dans l'ordre, de bien répartir la surface, de faire le bon choix de déclaration. L'approche, elle doit être judicieuse et je ne peux que vous conseiller d'être accompagné. C'est bien évidemment pas une obligation, mais encore une fois, quand on voit le taux d'erreur, il est préférable de dépenser un petit peu d'argent en amont plutôt que d'avoir à faire des contrôles et des corrections par la suite.
Donc, nous, chez Fiscalia, en fait, on vous propose de faire ce type d'intervention. Voilà, j'ai fini cette petite présentation. Je vous rappelle que tous les participants ont la possibilité d'avoir donc une reconstruction gratuite de leur taxe foncière. Ça vous permettra d'avoir un petit tableau de construction et de savoir précisément si votre valeur locative est correcte ou pas. Voilà, pour rappel, toutes les autres informations sont disponibles sur Fiscalia, c'est mis à jour. Je me permets de rappeler un article publié ce matin sur France Info Web avec plusieurs experts qui sont intervenus pour parler des problématiques liées à la taxe foncière. Je vous conseille de le regarder, il est assez pertinent et plutôt bien fait. Donc, c'est vraiment très, très utile. Voilà, je vais passer donc aux questions qui ont été envoyées. Alors, si la déclaration de modification de taxe foncière n'a pas été faite lors des travaux d'agrandissement dans une maison d'habitation et qu'elle a été vendue, ainsi, est-ce que les impôts peuvent revenir en arrière sur les taxes foncières ? Et pour combien de temps faut-il remonter ? Alors, bon, là, c'est un peu… si vous n'avez pas déclaré que vous avez vendu votre bien, le nouveau propriétaire pourrait être tenté de revenir vers vous pour un défaut d'information. Alors, ça se fait relativement peu. C'est pour ça que nous, on préconise de faire une vérification de la taxe foncière avant tout achat pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. L'administration fiscale, en fait, son délai maximum sera donc l'année, c'est 3 années plus l'année en cours. Donc plus l'amende, plus les taux d'intérêt. Maintenant, c'est complexe pour elle d'aller redresser quelqu'un qui n'est plus propriétaire, mais c'est déjà arrivé. Donc voilà, donc je pense que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me poser un peu plus si celle-ci n'est pas suffisamment claire. Alors, pour les bureaux, la déclaration 6660 n'a pas été souscrite dans les 90 jours de la mise. Il est possible de régulariser et d'obtenir l'exonération de 2 ans. Alors non, ça ne l'est pas. L'administration fiscale va considérer en fait que c'est un défaut d'information. Elle ne prendra pas en compte la demande de modification et d'exonération si la déclaration n'a pas été faite dans les délais. Alors après, il y a toujours la possibilité de négocier avec le centre des impôts, ce que je vous encourage vivement à faire. Mais d'un point de vue global, en fait, c'est plutôt rejeté. Alors, en cas d'imposition pour une piscine, oui, peut-on déclarer qu'elle n'est plus en fonction car inutilisable avec un constat d'huissier? Alors, c'est un petit peu la situation particulière quand on a un bien qui est existant, qui n'a pas été démoli et qui reste taxé. Si le bien, si la piscine peut être réutilisable sans des travaux considérables, l'administration fiscale maintiendra l'imposition. On a des cas sur d'autres situations avec des biens qui sont à la limite de la vacance, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être occupés parce que trop vétustes, où l'administration fiscale considère que c'est le propriétaire qui doit mettre à jour, entretenir son bien. Et donc, même s'il y a un défaut constaté qui est indépendant de la volonté du propriétaire, ça reste complexe à demander l'exonération. Après, voilà, encore une fois, ça va être du cas par cas, c'est-à-dire comment on prouve que ce bien-là ne peut plus être utilisé. Donc là, si votre constat d'huissier est suffisamment bien construit, qu'il est clair, qu'il y a des photos à l'appui, vous pouvez tenter la demande pour en obtenir l'exonération.
Dans le cas d'un immeuble détenu par un seul propriétaire avec plusieurs locaux, la taxe foncière est globale. Comment on récupère le montant par local? Alors, c'est justement ce que je vous ai dit. Cette question est très, très importante. Donc, c'est ce que je vous ai dit en tout début, en fait. Il faut qu'il y ait une déclaration faite par local. Si on a un immeuble détenu par un seul propriétaire, mais dans lequel je pourrais avoir 4 appartements et 4 locaux commerciaux, eh ben, je vais être obligé de faire autant de déclarations que de cellules différentes. Et donc ça va me permettre de pouvoir les identifier dans mon relevé de propriété. Et dans mon relevé de propriété, je pourrais l'utiliser pour bien préciser à mon locataire, ça, c'est la ligne d'imposition qui correspond à votre location, et donc on fait le calcul de l'imposition pour chacun des locataires. C'est relativement simple, mais il faut pour ça que que le propriétaire ait bien fait une déclaration par occupant. D'ailleurs, je conseille vivement à tous les locataires, donc essentiellement là de locaux commerciaux, parce que c'est vrai qu'en habitation, on le retrouve relativement peu, c'est bien une cellule spécifique, mais ça pourrait arriver. Par exemple, en fait, on a une maison et on avait la chambre d'un enfant qui finalement n'est plus utilisée et que l'on met en location maintenant. Donc, l'imposition reste sur la globalité de la maison. Il peut être judicieux en fait de créer en fait une nouvelle déclaration uniquement pour ce bien. Donc, pour les locataires d'un bien commercial, je leur conseille vivement de demander à leur propriétaire de justifier l'imposition spécifique à leur bien. Si ce n'est pas le cas, de demander est-ce qu'il y a une déclaration, donc 6660, qui soit réalisée spécifiquement au bien mis en location. Encore une fois, ça évite tous les problèmes liés à une location quand on a une refacturation de taxe foncière qui est faite au tantième. Aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Alors, sur la déclaration 6660, où sont déclarés les extérieurs goudronnés mais non utilisables en parking? Alors, ça va être la partie P3. Sur la 4e page de la déclaration 6660, vous avez donc le tableau P1 surface principale, P2 surface secondaire intérieure et P3 surface extérieure. Et ensuite, on a PK1 et PK2. Il faut savoir en fait que la surface P3 est utilisée pour tout ce que l'on va stocker en extérieur, même en fait en voie d'accès de camion, par exemple. Donc en fait, on peut se tromper et la mettre soit en P3 ou en parking non couvert. La pondération est la même, elle est de 0,2. Hein, donc voilà, les surfaces extérieures goudronnées en P3. Alors, bonjour, pouvez-vous me rappeler la différence entre un changement de destination et un changement d'usage? Alors oui, c'est deux termes utilisés par l'administration fiscale. Pour elle, le changement d'usage va plutôt concerner un appartement que l'on utiliserait en bureau, tandis que le changement de destination, lui, il est plus associé aux locaux commerciaux. Par exemple, si j'utilise un bien qui était utilisé en magasin et que j'en fais une salle de sport, j'ai des obligations d'urbanisme et donc l'administration fiscale parle plus de changement de destination. Alors, je change l'utilisation du bien. C'est donc deux termes qui se ressemblent, je suis d'accord avec vous, mais qui finalement vont être légèrement appréciés. Usage, donc plutôt l'habitation que l'on utilise d'une façon différente, et la destination, les locaux commerciaux, où je change en fait la catégorie.
Alors. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, profitez-en. Est-ce qu'un locataire peut demander le relevé de propriété aux impôts fonciers pour vérifier la taxe foncière? Alors, le relevé de propriété, j'ai un doute. Par contre, la fiche d'évaluation, oui. Chaque individu a la possibilité de demander dans une limite de 10 par mois, me semble-t-il, la fiche d'évaluation d'un bien, même si ce bien-là ne lui appartient pas. Il faut juste qu'il justifie. Alors, justifier, c'est relativement simple. Ce bien est en location, je suis intéressé, je voudrais le prendre. Il s'agit du bien que j'utilise, j'ai un bail, donc j'ai besoin de connaître la fiche d'évaluation. Donc oui, on a la possibilité de récupérer l'information, et donc ce ne sera pas par le biais du relevé de propriété, ce sera plutôt par le biais de la fiche d'évaluation. Donc dans ce cas-là, en fait, on précise lors de la demande de quel bien il s'agit. Être le plus précis possible en disant, bon, voilà, je suis dans tel immeuble, telle rue, et mon lot se trouve à tel endroit. Et ça permettra de savoir si le bien, et donc si la valeur locative est calculée sur la base réelle d'une déclaration qui a été faite ou pas. Cette information, elle est importante. Même chose, je conseille en fait à chaque locataire, avant ou même pendant sa location, de demander à ce que sa taxe foncière soit calculée sur une valeur locative qui correspond bien à son utilisation. Alors, sur quel lien Internet peut-on retrouver le coût par catégorie et par secteur? J'avais un lien avant. Alors oui, effectivement, il a changé. J'ai eu le même problème que vous. De mémoire, ça s'arrête à valeur locative, je crois. Je sais qu'ils ont changé le lien. J'ai un doute. Ce que vous pouvez faire, vous me renvoyez votre question par mail sur contact@fiscalia.fr et je vous renverrai le lien. Mais effectivement, j'étais embêté cet été, ils ont changé l'accès. Comment fait-on pour un local industriel qui a été acheté suite à un crédit bail immobilier? Là, en fait, c'est assez simple. On va récupérer les données qui se trouvent au crédit bail. Le crédit bailleur vous transmettra les informations sans problème, puisque c'est vous qui êtes redevable de la taxe foncière, en direct ou en refacturation. Donc, il vous transmet les informations. Vous lui demandez de présenter les immobilisations donc du terrain, de la construction, éventuellement des agencements, enfin tout ce qui aura été pris en crédit bail pour cette construction. Ils ont l'habitude, les crédits bailleurs. Systématiquement, en fait, ce type de demande est réalisé. Donc, oui, il peut vous le transmettre sans problème. Et de toute façon, l'administration fiscale en aura besoin pour établir la valeur locative du site industriel. Alors, je viens d'hériter d'un immeuble nécessitant des normes. Avec l'État, comment faire? Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, imaginons que l'on repart de zéro. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de récupérer le relevé de propriété. Ce premier document va permettre de comprendre est-ce qu'il y a un seul bâtiment, un seul local ou plusieurs locaux sur l'ensemble de cette propriété. Ensuite, il faudra reconstituer la valeur locative au réel, c'est-à-dire telle qu'elle est aujourd'hui, et la comparer à l'ancien avis d'imposition pour définir quel sera l'impact de la modification que l'on va apporter. En clair, ça augmente la taxe ou ça réduit la taxe? Quel est l'impact qu'il va y avoir derrière? Et donc, à partir du moment où on a fait ça,
eh ben, on sait comment en fait on va organiser les choses. Et vous, en tant que propriétaire, vous savez précisément quel en sera l'impact financier derrière. Donc, je vous répète, dans l'ordre, 1, demander le relevé de propriété, 2, faire reconstruire au réel les valeurs locatives de l'ensemble de l'immeuble. Alors, soit vous le faites vous, soit vous nous sollicitez. Nous, en fait, on va récupérer les surfaces, l'utilisation, est-ce qu'il y a plusieurs locataires à l'intérieur, et on va reconstituer une valeur locative réelle pour votre bien. À ce moment-là, on compare. On va vous dire, l'intervention, elle va générer une augmentation de votre taxe d'un montant estimé de temps. Et donc, c'est vous qui allez prendre la décision si vous faites ou pas la correction. Alors, bien évidemment, je vous conseille de faire la correction, mais quelquefois, l'impact financier peut être considérable. Donc, ça vaut le coup d'anticiper un petit peu et se poser les vraies questions avant de se lancer dans une aventure financière qui peut être lourde. Mais tant que vous n'aurez pas fait cette vérification et cette estimation, vous n'aurez pas les éléments précis pour pouvoir mettre à jour la situation. Alors, oui, donc à condition que ça marche bien cette fois-ci, parce que la dernière fois, ça n'a pas très très bien fonctionné avec Livestorm, mais je crois que Philippe les a secoués un petit peu pour qu'ils corrigent la situation. Donc oui, vous allez normalement recevoir un mail qui va vous donner un lien où vous pourrez revisionner la totalité de ce webinaire. Suite à la mise en copro de 2 immeubles mitoyens, les adresses sont inversées. Comment savoir où est l'erreur? Ouais. Effectivement, ce sont des choses qui arrivent régulièrement. En fait, alors, vous êtes embêté si à chaque fois toutes vos cellules sont les mêmes, c'est-à-dire si c'est exactement la même utilisation et la même surface, donc vous allez aboutir à la même valeur locative. Donc du coup, vous ne pourrez peut-être pas classer en fait chacune de ces lignes au bon redevable. Généralement, en fait, on précise la situation. Est-ce que c'est donc quelle entrée de l'immeuble, alors quelle adresse, quelle entrée de l'immeuble et quel étage, ainsi de suite. Donc, si ça n'a pas été vérifié, si ça n'a pas été mis à jour correctement, vous êtes obligé de repasser par un traitement du cadastre, donc formuler une demande de mise à jour. Alors, je ne vous cache pas que c'est très long. On est à plus d'1 an et demi d'attente pour une mise à jour avec le cadastre, en vision globale, pas uniquement pour un département. C'est long, c'est contraignant et c'est toujours gênant. Je ne pense pas que ça affecte le montant de la taxe, mais par contre, oui, ça affecte la répartition. Donc après, à voir et à reconstruire et à vérifier en fait comment ça a été monté. Si vous avez bien vos déclarations, vous devez pouvoir les associer au relevé de propriété et donc à chacune des fiches d'évaluation qui auront été définies. Et si vous avez un souci, parce que ça peut être une situation complexe, je vous conseille d'utiliser Contact. Dans un premier temps, on regarde et on vous dit si une intervention est possible. Le numéro d'invariant est le numéro fiscal du local. Non, il est noté invariant sur le relevé de propriété. Vous avez bien une colonne spécifique invariant. Alors, j'ai un vendeur qui vend en studio qui est acquis par succession. L'ancien propriétaire détenait 2 studios côte à côte. Le vendu ne reçoit plus de taxe foncière. Est-ce qu'il y a un risque pour l'acquéreur? Alors, que je comprenne bien la question. En fait, on a deux studios, à condition qu'ils aient déjà d'entrée été bien imposés. À partir du moment où j'en vends un, il y en a un qui doit avoir une partie d'imposition et l'autre qui doit avoir l'autre partie de l'imposition. Donc en fait, ce qui peut se passer, c'est que la mise à jour ne s'est pas faite et du coup, il y en a un qui n'a plus d'imposition et l'autre a 2 impositions. Il est rare en fait que l'administration fiscale perde un bien.
généralement, elle réaffecte pardon, à quelqu'un. Donc, il faudra vérifier cette situation-là. Et donc, le seul moyen de le vérifier, c'est de redéfinir la valeur locative. Savoir quelle est la base d'imposition pour un studio et est-ce que le montant de la taxe foncière donc, a bien été mis à jour. Donc là, vérifier par les valeurs locatives et demander les relevés de propriété. Un bien utilisé en LMNP a été transformé en bureau. Il est nécessaire de faire un changement d'usage, étant donné que nos risques restent en BIC. Alors, pour l'utilisation, oui, il est nécessaire. Alors là, on ne parle pas tant de BIC, mais on parle plus de problématiques d'urbanisme, puisqu'en fait, quand on fait une construction, elle a une utilisation. Si je l'utilise d'une façon différente, je dois en demander le droit à l'urbanisme. Donc oui, vous êtes obligé de changer l'usage du bien. Où et comment peut-on avoir la fiche d'évaluation? Les impôts transmettent facilement. Alors, donc déjà, on va commencer. Dans un premier temps, en fait, sur votre espace impôts.gouv, vous allez sur GMDI, donc gérer mes biens immobiliers, et vous trouverez en fait un descriptif de votre local. Donc c'est un premier point intéressant qui permet de voir quel est le bien qui est imposé, est-ce qu'il correspond peu ou prou à ce que j'ai réellement. Mais la vraie fiche d'évaluation, vous ne pourrez l'obtenir qu'en faisant la demande donc, au cadastre. Par la messagerie impôts.gouv, ça fonctionne, mais vous devez bien préciser que vous cherchez, donc commencez par demander le relevé de propriété, et ensuite, là où les fiches d'évaluation qui sont associées à ce relevé de propriété. Et après, la notion de facilement, c'est une donnée un peu compliquée à gérer. En fait, généralement, c'est à l'accueil que la demande se fait. Donc, ce n'est pas un inspecteur, ce n'est pas un contrôleur qui va vous transmettre l'information. Donc, si la personne a le temps, elle vous la transmet. Si elle n'a pas le temps, vous ne la transmet pas tout de suite. Donc, quelquefois, il faut relancer. Mais on peut avoir l'information relativement facilement. Alors, eh bien, je crois que je n'ai plus d'autres questions. Je vois qu'il y a encore des participants, profitez-en. C'est le moment. Après, je répète, vous avez la possibilité de m'envoyer toutes ces questions-là sur l'adresse mail contact@fiscalia.fr. Une autre question. Oui, vous pouvez utiliser la messagerie impôts.gouv. Vous pouvez faire une demande par écrit. Vous pouvez faire une demande par mail au cadastre. Donc le cadastre, en fait, ça dépendra de la région dans laquelle vous vous trouvez. Il peut avoir différents noms. Il peut s'appeler donc CDIF, Centre des impôts fonciers, SDIF, Service des impôts fonciers, PELP, Pôle d'évaluation des locaux professionnels. Il y en a d'autres, je ne les connais pas tous, mais là, on a fait à peu près le tour sur les trois proposés. Pas d'autres questions. J'ai vu que Philippe avait transmis toutes les autres questions. Bon, et ben, si vous êtes d'accord, nous allons terminer ce webinaire. Une question en dessous, une question dessus. Toc, toc. Pardon. Ah si, j'en ai deux qui arrivent. Pof. J'ai fait une demande par messagerie sur les erreurs. Le numéro d'un. Alors, de numéro d'invariant et adresse, on demande des baux. En fait, il est possible, alors, je crois, je ne me rappelle pas avoir eu ce cas-là, mais il est possible que l'administration fiscale soit un peu perdue et donc qu'elle n'arrive pas à récupérer l'information précise. Mais théoriquement, en fait, si vous êtes propriétaire, commencez par le relevé de propriété, mais si vous avez déjà demandé les numéros d'invariants, vous me parlez d'erreur de numéro d'invariant,
Je ne sais pas ce que vous entendez par erreur de numéro d'invariant, peut-être une erreur d'affectation, c'est-à-dire un local qui vous est affecté qui n'est pas à vous. Peut-être qu'il faudrait préciser cette demande. Vous pouvez la faire par mail si vous souhaitez. Alors, excusez-moi, du coup, je ne sais plus à quoi je réponds. Comme ce n'était pas lié à une autre demande, vous parlez d'un relevé de propriété. Donc, encore une fois, le relevé de propriété va vous permettre de connaître l'ensemble des biens possédés sur la même commune. Et ce relevé de propriété va identifier l'ensemble des numéros d'invariants. Donc, l'ensemble de vos biens ont un numéro. Ce numéro est le numéro d'invariant. Alors, effectivement, on sera toujours prudent quand on fait les demandes de fiches d'évaluation. Alors, dans le webinaire que nous venons de faire, on ne peut pas faire autrement, en fait. On est obligé de demander la fiche d'évaluation pour être sûr que la déclaration que l'on va faire sera bien associée aux biens concernés. Par contre, si on est dans une phase de vérification de taxes, nous, on déconseille de demander la fiche d'évaluation. C'est-à-dire que pour l'instant, vous ne demandez rien. En fait, suivant le type de bien, on n'a plus besoin de demander une fiche d'évaluation quand nous, experts, faisons une reconstruction. On a suffisamment d'éléments dans nos bases de données pour pouvoir être sûr qu'il y a une anomalie ou pas sur un bien. Donc la fiche d'évaluation, on la demande que dans des cas où on a un doute, mais qu'il n'y a pas de risque. Donc oui, je resterai prudent sur les demandes de fiches d'évaluation tant que je n'ai pas vérifié que mon imposition est correcte. Et donc la vérification se fait par une reconstruction. De nouveau des questions. Je trouve que cela n'a pas de rapport. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Je suis désolé. Vous pouvez formuler votre demande plus précisément par mail. Alors, pour un local vacant, est-ce que la CFE est exigée? Alors, théoriquement, en fait, on paye de la CFE sur l'exploitation d'un bien. Donc, la CFE, en fait, elle se paie soit sur une cotisation minimum, soit sur une cotisation qui provient d'une valeur locative provenant d'une taxe foncière. Donc, en fait, il faut d'abord savoir sur quoi est calculée cette CFE. Ça va être le premier point. Parce que si le local est vacant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation et donc il n'y a pas de CFE. Maintenant, si c'est un ensemble immobilier dans lequel on a un seul exploitant qui utilise la totalité des bâtiments et qu'il y a un bâtiment qui n'est pas utilisé, on ne pourra pas en faire ici une demande de vacances. Alors, ayant obtenu la fiche d'évaluation d'un bien, est-ce qu'il y a moyen de vérifier ou contester le tarif retenu par l'administration fiscale qui sert à calculer un mètre carré? Alors, oui, bien sûr, c'est l'un des thèmes principaux que l'on utilise lors de nos contestations. Mais encore une fois, en fait, il va d'abord falloir vérifier que le prix au mètre carré, le tarif, est incohérent. Parce que si là, vous me parlez, par exemple, si vous écrivez sur une habitation, en fait, ce qu'il faut rechercher, c'est le local de référence. Et ce local de référence, comme on est sur des bases qui datent de 1970, il y en a plein qui ont été détruits. Donc, si on conteste un local de référence, il va falloir en proposer un autre. Et donc, c'est là où c'est un peu plus complexe. Qu'est-ce que l'on va proposer en remplacement du local de référence que nous avons? Alors, c'est un autre sujet, hein, c'est quelque chose que l'on a abordé plutôt donc le mois dernier. Mais effectivement, en fait, on est sur des situations qui sont un petit peu difficiles. On considère que notre prix au mètre carré est trop cher, mais avant de le contester, il va falloir vérifier quel sera l'impact d'un changement de ce tarif.
hein. Il y a beaucoup de facteurs associés, donc je vous conseille d'être prudent. Même chose, on peut réaliser la reconstruction rapidement, gratuitement également, puisque vous bénéficiez, vous participez à ce webinaire. Ça permettra de dire si oui, il y a ou pas un intérêt à faire une réclamation. Je crois que je n'ai plus d'autres questions. Il y a un petit peu de chat. Avez-vous d'autres questions? Ah oui, j'en ai une autre. Alors, qu'est-ce qu'un local industriel? C'est une très très bonne question. Comme je l'ai dit le mois dernier, j'adore moi l'industriel. Donc, je m'éclate à fond sur ce type de dossier. C'est une vraie question. En fait, on va partir sur une base. On sort un peu des déclarations là, hein, mais autant en profiter. Il faut intégrer l'appréciation que fait l'administration fiscale. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il y a une transformation de matière? Deuxième question, est-ce que la force motrice à l'intérieur du bâtiment est importante? Et troisième question, est-ce que le montant des outillages, montant d'acquisition, y compris crédit bail, est supérieur à 500 000 euros? Si c'est le cas, donc ce bâtiment-là sera pris en méthode comptable. Donc lui sera considéré comme industriel. Maintenant, en fait, s'il est industriel, mais que l'outillage est inférieur à 500 000 euros, il va rentrer dans la catégorie des locaux commerciaux et on le rangera soit dans la catégorie des ateliers, soit dans la catégorie IND1. Voilà. C'est un sujet, par contre, à regarder précisément. Il faut faire attention à toute la construction. Même chose, si vous voulez un complément d'information, je vous conseille de passer par la messagerie contact, de nous transmettre les éléments et on vous dira s'il y a intérêt ou pas à aller plus loin dans cette demande. Alors, la demande de changement d'usage, donc c'est pas de la fiscalité, hein. Ça se fait pour commencer avec l'urbanisme. Je ne connais pas la procédure, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais qu'il faut se mettre en relation avec l'urbanisme, préciser la demande, donc on fait un changement d'usage de quoi, et eux vous transmettront quelle sera la bonne procédure. C'est important, c'est un sujet qui est assez délicat et je ne veux pas vous dire d'erreur. Oh là, quels sont les documents dont vous avez besoin pour étudier une reconstruction? Alors là, je vous conseille d'aller sur le site Fiscalia. Vous cliquez sur le bouton Kit d'analyse taxe foncière 2025 et vous avez un petit document qui précise l'ensemble des documents qui sont nécessaires pour la reconstruction d'une valeur locative. On n'a pas besoin de la totalité, mais ils sont relativement précis. Donc, je vous laisse aller directement sur le site Fiscalia. Alors, comment procéder pour avoir votre évaluation de notre taxe foncière? Eh bien, je fais la même réponse qui est juste avant. Vous allez sur le site Fiscalia, vous téléchargez le petit guide d'analyse. Et en fait, ce petit guide, il va vous préciser quels sont les documents qui sont nécessaires suivant la typologie de votre bien, habitation, industrielle, local commercial. Vous nous envoyez tout ça par mail et on étudie, on revient vers vous. Alors, si on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un autre mode de calcul plus favorable pour un contribuable pro. Alors, il ne peut pas en fait y avoir un mode de calcul qui est plus favorable. Si vous avez un local professionnel, donc soit vous êtes industriel, méthode comptable, soit vous êtes commercial, et à ce moment-là, donc on passera par la déclaration 6660. Ici, en fait,
on doit faire un choix d'activité, donc pour choisir quelle est la bonne catégorie, donc définir le prix au mètre carré, et ensuite on fait la répartition de surface. Mais il n'y a pas de solution plus avantageuse. Chaque bien rentre a une particularité, et donc on ne peut pas imposer différemment un bien. Il n'y aura qu'une seule méthode et qu'une seule façon d'imposer. Alors, excusez-moi, en fait, à chaque fois, mon problème, c'est que je n'ai pas l'origine de la question. Je voulais dire si on s'aperçoit que les bases étaient erronées. Excusez-moi, c'est pareil, il me manque l'origine, en fait. Comme il y a beaucoup de questions, ça passe d'une question à l'autre et je n'ai pas tout l'historique. Si vous êtes d'accord, transmettez la totalité de votre demande par mail. Ce sera plus simple sur contact@fiscalia.fr. Ça sera plus simple parce que là, je vais vous dire une bêtise. J'ai eu plusieurs demandes sur le même sujet. J'ai peur de me tromper. Avez-vous d'autres questions? Je vois qu'il reste encore une quarantaine de personnes en ligne. Ah, peut-être. Je m'aperçois en fait que beaucoup n'arrivent pas à utiliser la partie questions. Ils mettent leurs questions dans le chat. Heureusement que Philippe est là pour corriger tout ça. Bon, je crois que je n'ai plus de questions. Il est 12h20. Ce webinaire aura duré donc 1h20. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention. Je reste disponible sur l'adresse mail communiquée pour vous apporter toutes les informations qui pourraient vous être nécessaires. Merci à vous et puis j'espère vous revoir dans un mois. On affinera le thème sans doute cette semaine. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.